Bonjour et bienvenue au Clever Talk. Nous sommes ravis de recevoir aujourd'hui Sarah Zitouni. Sarah Zitouni a été l'une des plus jeunes directrices stratégie de l'automobile. Elle a su se faire une place dans un milieu exclusivement masculin et depuis 2020, elle a fondé Power Ta Carrière. C'est une start-up dédiée à l'épanouissement professionnel des femmes. Elle leur apprend à négocier, elle leur apprend à s'élever. Et nous sommes ravis aujourd'hui de pouvoir débattre, échanger avec elle sur nos visions du féminisme en action pour propulser la carrière des femmes à un autre niveau. Alors, à très vite. Bonjour et bienvenue Sarah. Merci de m'avoir invitée. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui au Clever Talk. On va commencer par une question simple. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et nous parler de toi? Oui, alors moi j'ai commencé dans l'automobile il y a 15 ans. J'étais ingénieure au tout début et c'était mon rêve depuis toute petite de travailler avec les voitures avant que je sache ce que ça veuille dire. Donc j'ai été absolument refaite quand j'ai réussi à pouvoir travailler tout premier sur les moteurs. Mais j'ai aussi déchanté assez rapidement à plein d'étapes de ma carrière, des difficultés que c'était d'être une femme seule, d'être un peu le token dans la pièce, la caution référence, genre regardez, ça va, on en a une, et plein d'autres choses de la carrière que j'ai dû apprendre sur le tas. Je suis aussi issue d'une famille ouvrière, donc j'étais parmi les premiers cadres de ma famille, donc il y a aussi plein de trucs que j'ai dû apprendre de cet angle-là. À 30 ans, je suis devenue directrice de la stratégie pour un constructeur suédois de voitures. Bravo. Merci. Ce qui faisait de moi, du coup, la plus jeune directrice de la stratégie. 4 ans plus tard, j'ai décidé de quitter ce job pour me consacrer à plein temps à Power Ta Carrière que j'avais créé, du coup, 5 ans auparavant pour aider les femmes parce que j'en avais vraiment très, très marre d'être la seule dans la pièce et de me rendre compte qu'il y avait plein de codes du monde du travail que j'avais moi assimilés au fur et à mesure, mais que j'espérais pouvoir transmettre juste pour aider les femmes à aller beaucoup plus vite parce que l'implicite de ces codes fait beaucoup de mal. Ouais, c'est très, très vrai. Alors à titre personnel, on s'est rencontrés, je crois lorsque je rentrais de mon premier congé mat et je Mhm. travaillais encore chez L'Oréal, où j'avais du coup fait appel à tes services pour être coachée sur, une augmentation de carrière, ce qui avait très bien fonctionné d'ailleurs. J'avais, dévoré ton bouquin, je crois que c'était «Tout vouloir, tout savoir, tout vouloir». Tout vouloir, tout avoir. Tout vouloir, tout Ouais. avoir, très bien. Ça donne envie parce que on a envie sur le papier de pouvoir justement, tout avoir au même moment. Est-ce que c'est vraiment possible? Alors, je pense qu'il y a des phases et des ères de la vie, pour reprendre Taylor Swift, et que va forcément y avoir des moments où on a des priorités qui sont différentes. Ce qui est problématique, par contre, c'est qu'on enferme les hommes et les femmes dans des rôles genrés où ils ont accès ou pas à certaines ères. Les femmes vont, par exemple, se retrouver coincées indéfiniment dans l'ère de la maternité, que tu aies des enfants ou pas d'ailleurs, hein, C'est une, sphère, on reste avec. c'est ça, c'est-à-dire si t'en as, tu vas rester dedans, si t'en as pas, tu vas être suspecte et on va quand même te soupçonner de vouloir des enfants à un moment donné ou à un autre. Donc a priori, passé un âge, tu choisis plus en fait quelles sont tes priorités. Tes priorités, c'est tes enfants ou les enfants potentiels que tu vas avoir. Et en même temps, on piège aussi les hommes dans le fait qu'eux, ils n'ont pas d'air de la paternité en fait. Il n'y a pas d'endroit où ça devient le moment où leurs enfants sont prioritaires. Encore une fois, moi je travaille et vis en Suède. Pour les parents là-bas, il y a vraiment une phase où les enfants sont plus prioritaires que la carrière, une phase où peut-être leur vie personnelle va être plus prioritaire, une phase où ça va être la carrière. Et ce qui me pose problème, c'est qu'on coince les femmes, on les empêche de choisir en fait ce qu'elles veulent mettre comme priorité dans leur vie. Ouais, oui, c'est ça en fait, cette double vision, à la fois la double culture entre la Suède qui est hyper avant-gardiste sur ces questions, toi qui as vécu ce milieu hyper masculin et comment tu t'en es sorti concrètement. Et là où on a des visions, qui se rejoignent, totalement, c'est-à-dire que je pense qu'on a des cycles. On peut pas tout vivre en même temps et qu'il faut accepter d'abandonner certaines ambitions à des moments de la vie pour les reprendre peut-être plus tard et ce qui est moins autorisé pour les femmes. Est-ce que toi, ce sont des patterns que tu as pu identifier avec les personnes que tu as coachées? Je sais pas combien tu en as coaché, déjà, Alors, j'ai coaché plus de 600 femmes et avec les formations, on a déjà coaché du coup via des formations en autonomie plus de 4000 femmes. C'est vraiment la stratégie de Power Ta Carrière, c'est que je veux que l'information circule le plus librement possible. Donc, c'est ce qui va à tous les moments déterminer les choix que je fais pour cette entreprise, c'est que je veux qu'à chaque fois, toutes les femmes qui ont besoin de ce savoir-là le trouvent. Pour répondre à ta question, oui, on voit ce côté, tu n'as pas le droit de prendre des décisions dépendamment de l'âge que tu as et dépendamment des décisions précédentes, comme si des chemins se refermaient. On le voit, comme je disais, avec les mères, mais on le voit à d'autres étapes aussi. On le voit dans les profils de reconversion, par exemple. ouais. Tu choisis de faire une reconversion, ça devrait être acclamé. Et d'ailleurs, c'est très hypocrite parce que c'est publiquement acclamé. Exactement.
c'est formidable que les gens trouvent une deuxième voie, c'est formidable que les gens s'entraînent à nouveau et trouvent un nouveau job qui est plus porteur, et cetera. Mais ensuite, plus personne veut recruter des profils en reconversion. Ouais. Donc, j'ai accompagné beaucoup de femmes aussi pour mettre en valeur stratégiquement leurs expériences précédentes pour montrer que leur profil en reconversion, c'était pas un profil de junior qui commençait aujourd'hui et qui existait à la minute où elles obtenaient ce nouveau diplôme, mais un profil avec beaucoup d'expériences précédentes. Ouais, ouais, non, mais c'est un casse-tête qu'on a. Nous, chez Clever aussi, on accompagne la reconversion. Alors, à un autre niveau, c'est un niveau plutôt C-level, au moins middle management. Mais c'est vrai que les femmes, elles font face à ce mur entre vous avez choisi la reconversion, alors vous partez un peu de zéro. Ce qui est totalement faux parce qu'elles ont engrangé de l'expertise et de l'expérience. Et que pour le mettre en valeur, ça devient un casse-tête. Encore plus aujourd'hui, j'ai l'impression, avec l'ère de l'IA, parce qu'on a l'impression de pouvoir tout faire. Donc là, on pourra approfondir la question. Mais c'est vrai que sur la question de la reconversion, on a une hypocrisie parce qu'on acclame ces personnes qui vont avoir une transition de carrière et dans la réalité, on a peur de les embaucher parce qu'elles ne cochent pas toutes les cases. Et finalement, comment on fait justement concrètement, parce que toi tu apportes des solutions concrètes, pour, switcher et pour faire en sorte que ces personnes, ces femmes deviennent employables? Mes 2 outils principaux, c'est la rhétorique et les compétences transférables. J'utilise très fortement ces 2-là, mais dans absolument tous les coachings, hein, négociation de salaire, comme, reconversion, comme d'être capable aussi de se mettre en valeur au regard de son management, ce genre de choses. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la rhétorique, c'est tout l'aspect de comment on présente les choses. Tu peux avoir ta carrière, on a un format qui est assez connu, qui est le format, comment dire professionnellement. L'idée, c'est tu peux dire merde à ton chef, c'est juste une façon de tournure de phrase qui va fonctionner ou qui va pas fonctionner. Ça fait d'ailleurs beaucoup rire souvent les power parce qu'on prend les phrases les plus outrageantes qui traversent leur esprit et on leur donne l'exacte réponse qu'elles peuvent faire qui fonctionnera et qui portera pas préjudice. Et puis les compétences transférables, c'est l'idée de dire que toutes les expériences qu'on a dans notre vie nous rendent plus ou moins compétentes sur différentes tâches qu'on peut accomplir. En l'occurrence, moi qui aime bien les jeux vidéo, je vois ça un peu comme un arbre de compétences dans les jeux vidéo. Si dans le jeu vidéo, pendant un moment, tu apprends la forge, bah forcément, ça te rend meilleur au maniement des armes. Ouais. En l'occurrence ici, j'ai même aidé des mères à mettre du coup ces compétences transférables dans leur CV pour que ça devienne évident que la période de pseudo-trou, Ouais. le fameux mais vous avez rien fait, n'était pas du tout un rien fait, mais plein de nouvelles compétences. Et on arrive à mettre ça en valeur en entretien et sur un CV. Ah, je le vois très bien, multitasking, gestion de Gestion de crise, projet, gestion de crise, gestion de projet, gestion d'un client difficile, gestion des stocks. gestion des stocks, Mais oui, oui, c'est logistique, supply chain. je vois très bien et est-ce que ça marche? Est-ce que dans les faits, elles arrivent à être davantage recrutées? Oui, alors, l'exemple qui me vient en tête, c'est une femme qui, revenait d'expatriation, où en fait, elle avait été la conjointe de l'expatrié. Ouais, C'est un toujours classique. difficile. Mmh. Voilà, c'est aussi un classique, de l'interruption de la carrière des femmes, hein, puisque dans les entreprises, quand ils proposent des expatriations aux hommes, madame et les enfants, c'est souvent juste le package qui suit, Oui, quoi. c'est ça. Donc c'est même, souvent les femmes n'ont même pas un visa qui les autoriserait à travailler dans le pays. Donc elle revient d'une expatriation de 4 ans. Évidemment, il y a ce trou béant de 4 ans dans le CV où tout le monde lui dit: «Bah oui, mais vous avez fait quoi pendant les 4 dernières années?» Alors elle a eu 2 enfants déjà pendant les 4 dernières années, mais ça malheureusement les employeurs, ils ont ce côté: «Oui, ouais, bof, ça m'intéresse pas» ou «C'est un problème». Mmh. Et nous, en fait, on a réussi à mettre en valeur tout le reste, qu'elle-même avait cette impression de: «Oui, mais en fait, j'ai rien fait pendant 4 ans», Bah oui. alors qu'elle avait monté une association d'aide aux réfugiés, elle s'était formée sur, l'écologie et le zéro déchet. Elle avait suivi des cours à l'université, élevé 2 enfants. Donc elle avait Exceptionnel. fait énormément de choses en 4 ans qu'on a pu mettre en valeur en étant des fois un peu coquin, en essayant de vraiment mettre, comme on le faisait tout à l'heure, des termes qui sont des termes du monde de l'entreprise sur ces activités-là. Et ça a beaucoup plu aux employeurs et elle a été recrutée, elle a eu plusieurs propositions sans difficulté après. C'est vraiment une façon de changer le narratif et de reprendre le contrôle du narratif. Ouais, 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 c'est très pertinent. Nous, on le fait, on travaille plutôt le pitch, plutôt la cohérence et la pertinence du profil en fonction du job qui est recherché. Mais là où je pense qu'il y a une petite différence, c'est que est-ce que ça marche vraiment lorsqu'on dit à, je sais pas, son manager, son N+1, de manière cordiale que finalement il a dépassé les bornes ou qu'il devrait nous donner l'augmentation? Est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on arrive à même si on arrive à gagner cette bataille, est-ce qu'on arrive à gagner la guerre? Moi, vraiment, c'est une question que je me pose parce que je me rappelle que tu m'avais dit, quand j'essayais de négocier, tu m'as dit: «Est-ce que tu veux gagner ou est-ce que tu veux avoir raison?» Et dans le cadre que voilà, auquel je faisais face, bah, il valait mieux que je gagne. Mais c'était je trouvais hyper, ancré dans le réel parce que même si la personne, va comprendre que tu lui dis avec les formes, la réalité, c'est qu'il va pas t'augmenter la fois d'après ou qu'il va pas te filer le super projet et vous allez rentrer dans une zone de conflit qui permettra pas à ta carrière de toute façon de grandir réellement.
Alors, ce que je vois comme différence là-dessus, c'est qu'en fait, moi, je vois que c'est des chemins de traverse. C'est l'idée de dire que tu as 2 strates sur lesquelles on peut agir en même temps. Tu as la strate du système Ouais, qui fait que les femmes ne sont pas reconnues, souffrent d'une présomption d'incompétence, d'une présomption de maternité. La maternité, c'est très mal perçu, alors que tout le monde essaie de nous expliquer qu'il faut réarmer démographiquement. Guys, faut savoir ce que vous voulez. Donc, tu vas avoir tout ce système-là qui joue contre nous. Et évidemment, ce système-là, en plus, il est différent selon si tu es une femme cadre, si tu es une femme qui travaille à l'usine, si tu es une femme racisée, si tu es une femme blanche, si tu es homosexuelle, si tu es hétérosexuelle, si ça se sait ou pas, etc. Évidemment, c'est toute cette intersectionnalité aussi qui détermine comment le monde te perçoit et ce que le ouais, monde va t'autoriser à faire ou pas. exactement. Et ça, c'est quelque chose que moi, je combats via des interventions dans la presse, en parlant dans des podcasts comme ici, en faisant des conférences en entreprise. C'est la dimension système. Et donc, c'est un combat C'est au un long temps long. cours, bien sûr. Voilà, Mmh. au temps long. Je renonce pas à le voir dans l'espace de ma vie. Donc, je me dis qu'on a 50 ans pour y aller. Donc, voilà, c'est bon. Dans les 50 ans, Allez, c'est c'est fait. parti, on y va. Parce que je refuse que ça se passe après moi. Mais en l'occurrence, tu vois, c'est du temps long. À côté de ça, par-dessus, tu as la strate qui est individuelle, personnelle. On va pas juste dire aux femmes, attendez le grand soir. Il faut arranger les choses tout de suite. Il faut des meilleurs acquis tout de suite. Il faut changer la loi tout de suite. Mais il faut aussi tout de suite dans l'entreprise faire en sorte que chacune des femmes trouve sa voie. Et c'est là où les chemins de traverse, le côté, une autre chose que je dis souvent en coaching, c'est qu'il y a toujours 4 moyens d'arriver à ce que tu veux. Parce que si tu es devant un mur, tu peux creuser sous le mur, tu peux Ouais, saper le mur, tu peux grimper par-dessus ou tu peux essayer de voir s'il n'y a pas moyen de le contourner. ou appeler des amis. C'est ça. Et donc, tu cherches toujours comme ça les différents moyens qui te permettent de faire les choses. Le frontal existe et Ouais. peut-être que ça marche et peut-être que ça marche pas. Et si ça marche pas, tu as les autres moyens. Et c'est ça que j'entends par est-ce que tu veux gagner ou avoir raison, c'est que des fois, c'est pas compatible. Tu vas avoir raison dans le fait que tu aurais dû mériter ça sans même venir le réclamer, sauf que c'est pas les règles du jeu. Ouais. Donc, jouer à un jeu collaboratif alors que c'est un Monopoly géant, ça va pas marcher. Mmh. Donc, on joue avec les règles du Monopoly et on les contourne. En l'occurrence, on utilise les bons procédés rhétoriques pour convaincre ton chef que c'était son idée de t'augmenter. Très différent comme approche. Et dans ce cas-là, lui, il est persuadé qu'il doit le faire, puisqu'il a eu la meilleure idée du monde, t'augmenter. Ensuite, qu'est-ce qui se passe la fois d'après? Là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est que en fait, ça plante quand même des petites graines sur le long cours. Mmh. Je le dis souvent un peu de façon facétieuse, mais plus une femme est chiante, moins les gens essayent de la faire chier. Donc, c'est-à-dire, plus tu as tendance à te montrer de façon assertive et avec les bons procédés rhétoriques comme étant celle qui va toujours négocier son salaire, qui va revenir réclamer, qui va lever la main pour le projet, qui va tanner un peu sur pourquoi telle chose ne se passe pas comme ça, qui va faire son autopromo, moins les gens ont tendance à te marcher sur les pieds. C'est très triste, mais en fait, la plupart du temps, ces procédés-là qui sont inconscients sont aussi très lâches. Ils n'osent pas s'affronter à des personnes qui ont déjà compris les règles du jeu et ont déjà appris à les contourner. Donc, en réalité, chaque chose que tu fais pose une strate pour la suivante. Ouais, je trouve que c'est assez pertinent, mais je pense qu'il y a 2 niveaux. Il y a le niveau où, par exemple, tu es en train de te repositionner sur le marché de l'emploi et donc là, tu as envie d'être attractive et de finalement avoir des bonnes opportunités. Si tu te montres trop tatillonne, trop pointilleuse, voire chiante, ça te dessert. Et à tous les niveaux. Et moi, c'est ce que je vois, c'est on dit aux femmes: «Il faut oser, il faut prendre la place, il faut être assertif, il faut s'affirmer», mais pas du tout lorsqu'on recherche un job, en fait. Parce que vous allez arriver et vous allez dire: «Bon, en fait, moi, j'ai tel et tel et tel desiderata». Pour le coup, les femmes que j'ai accompagnées et qui ont le plus performé et qui ont décroché des jobs parfois 15 jours après le programme, sont celles qui ont été motrices, volontaires et on se disait: «Bah, ça va pas être chiant de bosser avec elles». Et en fait, créer ce sentiment de: «Ça va être cool de bosser avec elle, elle va nous apporter quelque chose, mais elle va pas être là en train de pinailler», c'est important pour, s'intégrer et ensuite pour évoluer. Après, on a un autre stade, si ça fait très longtemps qu'on est dans l'entreprise et moi je l'ai vécu quand, voilà, on est depuis, 8 ans, 6 ans chez L'Oréal et qu'on est reconnu comme la personne qui va faire un peu plus attention à son augmentation et cetera. Alors là, on a un levier de négociation. Mais je trouve qu'à certains niveaux, on peut pas avoir la même posture. Donc au départ, pour se faire accepter et même lorsqu'on est, dans une condition où on doit passer à un nouveau job, même au sein de la même entreprise, il vaut mieux, je trouve, la jouer un peu en sous-marin et se dire qu'on va être facile, en tout cas, à manager, facile à, gérer, plutôt que d'être dans le frontal, d'entrée de jeu et arrivé à un certain niveau, dans une même entreprise, on a plus, finalement à gagner en se montrant un peu, la fille chiante et vraiment, moi, c'est, mon constat, de ce que j'ai vu, chez L'Oréal, mais bon, après Bah, mon impression, c'est qu'en fait, on a une fausse dualité entre soit tu te montres chiant, mais aussi
dans le fond comme dans la forme, Ouais. soit tu acceptes et en gros tu achètes un peu ta place en acceptant de renoncer à certaines choses qui des fois sont même monétaires, hein, donc ça devient vraiment en quelque sorte acheter sa place, Ouais. pour ensuite espérer récupérer son retour sur investissement. À mon avis, il y a une troisième voie parce que quand je parle de chiante, c'est complètement sur le fond, jamais sur la forme. C'est pour ça que je parlais d'outils rhétoriques. C'est vraiment l'idée de dire, tu poses dès le début, par exemple, tes limites. Je sais que beaucoup de femmes ont eu cette tentation de se dire, je vais faire beaucoup d'heures au début pour leur montrer que ça ne Je pose suis pas de hyper investie. problème, je suis Ouais. hyper investie. Mmh. Et puis finalement, ma famille, tu vois, c'est pas un problème, ils n'ont pas à s'inquiéter de moi et je peux faire plein d'heures, etc. Et le jour où tu veux rétro-pédaler, revenir à un calendrier qui est raisonnable, juste arrêter de faire du bénévolat pour ton employeur, bah, ça devient hyper compliqué parce qu'il y a le côté, bah, tu as habitué tout le monde et tout le monde se dit pourquoi ça change aujourd'hui, c'était quand même bien pratique quand tu disais rien et tu faisais tes mails le samedi. Mais en l'occurrence, c'est parce que on peut ne rien en rabattre sur le fond tout en ayant une forme qui est impeccable. Je tiens ça en fait du fait que moi j'ai suivi un entraînement à la négociation commerciale par le FBI et Harvard qui ont un programme conjoint Mmh mh. et J'avais vu. c'est quand même un programme qui en fait au départ le FBI, il a monté à destination de comprendre la négociation en cas de prise d'otage. Donc au début, c'était pas un programme qui était ouvert. Mais on est un peu pris en otage, donc Et c'est un peu ça. Au début, c'est pas un programme pour les commerciaux. Au début, c'est le FBI qui se dit, je vais vérifier mes méthodes sur le terrain en faisant des analyses dans un laboratoire d'économie à Harvard pour être sûr et certain qu'en fait, les méthodes qu'on emploie sur le terrain, c'est pas un coup de chance qu'elles aient marché. mmh, Et on peut les transmettre du coup aux polices du monde entier comme des méthodes vérifiées, fonctionnelles, etc. Puis ils se sont dit, bah, tiens, ça a l'air de marcher en négociation commerciale. Donc c'est comme ça qu'ils ont ouvert la partie commerciale. Et ce qui t'explique, c'est qu'en fait, tu vois, dans une situation de prise d'otage, tu as pas le temps de te dire, bon, il faut que je lui en rabatte un petit peu pour que finalement il fasse ce que je veux. L'objectif de la police, c'est qu'à la fin, la personne en face se rende, soit jugée, soit condamnée et que les otages aillent bien aussi. mais du Donc, coup, c'est du short terme versus ta carrière qui est du long terme. certes, mais c'est aussi du très haut enjeu. Oui, bien sûr. Alors, j'entends que pour chacun, son salaire est un enjeu maximal, mais c'est promis, votre chef, il va pas vous enfermer dans une salle pendant 24 heures et il faut que tu te relayes avec un autre négociateur, tu sais, Non. pour tenir la Normalement, non, conversation. si tout se passe bien. Normalement, tout le monde rentre chez lui, boit un coup, regarde Netflix, dort, mange et peut revenir pour un round de négociation la semaine prochaine. Donc, à l'occurrence, la rhétorique et la communication comme ça impactante qu'ils ont travaillé et qu'on voit aussi chez les politiciens, tu vois, ce setup un peu nous fait penser au discours politique. Bah, concrètement, c'est des gens qui sont capables de te mettre dans une situation où à la fin, tu penses que tu gagnes autant qu'eux Oui, à faire ce qu'ils veulent. ouais. Et ça peut être tout à fait vrai tout en rabattant pas de tes exigences. Alors, évidemment, il est toujours stratégique de se dire quelles sont mes vraies exigences, mais non négociables, et sur quoi je peux négocier. Une posture de négociation où on arrive et où tout est rigide, où c'est ça ou rien, bon, bah, la personne d'en face, elle a toujours envie de vous répondre rien. Ouais, carrément. Bon, et ça marche pour nous comme ça marche pour les autres. Mmh. Mais par contre, une posture où tu as des non négociables et des négociables, voire des fois on insère des faux négociables, c'est-à-dire des trucs dont on se fout mais qu'on met dedans pour pouvoir les retirer par la suite Très et dire smart. à la personne, tu vois, je t'accorde du terrain. Mmh. On est en train de tomber d'accord sur quelque chose. Ça peut très bien marcher, minute 1. Ouais. La plus grosse négociation de salaire qu'une Power a fait, en suivant les conseils qu'on donne dans notre formation Power Tanigo, lui a offert 73% de salaire supplémentaire. C'est un changement de poste d'une entreprise à l'autre. Donc, elle arrivait dans cette nouvelle entreprise. Il lui faisait déjà une offre qui était supérieure à ce qu'elle avait et elle a quand même réussi à la pousser jusqu'à avoir 73% de salaire en plus. Ouais. C'est jouable. Oui, mais Et il carrément. la déteste pas. Elle est encore dans la boîte. Depuis, elle a eu différentes promotions et différentes augmentations. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, il y a une question de posture, ça c'est certain, mais en même temps, il y a des choses qui se jouent à différentes étapes. De ce que je vois, c'est quand on a trop d'exigences, si en tout cas on n'a pas fait ce travail que tu dis, qu'est-ce qui est négociable, qu'est-ce qui l'est pas, rarement sont les femmes qui ont le temps ou l'espace mental de le faire aussi et d'arriver hyper préparées en se disant: «OK, je sais que je vais jouer gros, comment je fais pour savoir ce qui est négociable, ce qui l'est pas?» même à avoir des fourchettes de salaire qui soient réalistes. Je sais pas comment toi tu vois les choses, mais je trouve que les femmes arrivent de manière générale un peu moins préparées sur ces questions, qui sont peut-être émotionnellement plus difficiles lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de valorisation, de posture de soi, parce que c'est pas ce qui est attendu d'une femme et concrètement, est-ce que toi, tu as identifié ces patterns et comment tu y réponds? Alors, déjà, quand on arrive à une négo, on arrive toujours avec 3 chiffres. C'est ça le niveau de préparation auquel qu'il faut qu'on ait en arrivant. Le Ouais, premier, c'est le chiffre que tu souhaites vraiment, ouais, donc ton chiffre cible. Le deuxième, c'est ton rock bottom. En dessous de ça, tu es insulté, tu te casses. Donc comme carrément. ça évite les conversations dans la tête où tu commences à t'auto-négocier toi-même vers le bas, parce que ça, je le vois beaucoup. Et ensuite, 6 mois plus tard, quand tu découvres que quelqu'un a été recruté 10 000 € plus cher que toi, tu as envie de tuer tout le monde, tu Ouais, vois. Donc tu as ce truc-là. Et le troisième, c'est le chiffre que tu vas vraiment annoncer.
C'est là où tu as mis ta marge de négo, le gras qu'on va pouvoir couper tranquillement pour montrer à l'autre qu'on est de bonne foi et qu'on veut du gagnant-gagnant et qu'on va lui céder du terrain et que ça va bien se passer. Mmh. On peut pas annoncer son chiffre cible, sinon après, tu es coincé dessus comme une moule sur son rocher et Ouais. c'est très désagréable comme posture de négociation. Donc ça, c'est le premier truc. Et là où je te rejoins sur la préparation, c'est que ça a été prouvé scientifiquement avec des travaux de neurologie justement et de neuropsychologie. Plus la charge émotionnelle de quelque chose que tu fais est importante, plus tu es au niveau de ta préparation. Donc, c'est-à-dire que si tu as été beaucoup préparé, tu résistes mieux à la Ouais. charge émotionnelle. Si tu n'es pas beaucoup préparé, tout ce que tu avais vaguement en tête va s'envoler. Et ça marche pour tout. Ça marche pour les entretiens d'embauche, ça marche pour la négo de salaire, ça marche pour tu vas voir quelqu'un pour lui dire que c'est fini entre vous. Si tu n'as pas un peu préparé le truc dans ta tête, voire peut-être, tu OK. vois, tu te mets devant le miroir et tu commences à réviser un peu tes phrases en te disant, bon, je vais essayer de lui dire ça comme ça ou quoi. Si tu arrives juste en te disant, bon, je vais lui dire que, en fait, c'est fini entre nous, c'est pas lui, c'est moi, on n'est pas compatibles, on n'a pas les mêmes orientations et tout. Tu arrives sur place, en fait, tu bégayes, tu bafouilles, l'autre te dit: «Ne me quitte pas» Et puis c'est fini, on repart. et puis c'est fini, ça marche pas, tu vois? Ouais. Donc on tombe toujours au niveau de notre préparation. Mmh. Plus tu te prépares, plus tu es à l'aise, plus c'est nouveau, plus tu as intérêt à être préparé. Quand c'est pas trop nouveau, normalement, tu y vas un peu plus en freestyle. Ouais. Mais le freestyle au début, ouais, pas bonne idée en général. Mmh, mmh mh. Et le côté émotionnel par rapport à l'argent, comment tu arrives à le désamorcer? Parce que moi, je trouve que les femmes, elles ont du mal à parler d'argent ou en tout cas à se dire: «Je vaux ça, je mérite tant» et comment je fais pour l'argumenter? C'est marrant parce que l'argent, c'est émotionnel tout le temps. C'est émotionnel quand, tu vas pour en demander plus. C'est émotionnel, encore une fois, quand tu te rends compte que Jean-Mimi qui traîne à la machine à café tout le temps est payé plus que toi. C'est pas les mêmes émotions, mais ça monte très, très haut aussi. Mmh. Moi, je pense pas forcément qu'il faut se débarrasser de l'émotion parce qu'en plus, les émotions, ça a ce mauvais goût que dès que tu essayes de leur mettre un coup de balai, elles résistent, tu sais? Reviennent. Je pense que tu as plutôt intérêt justement à les écouter, à les regarder en face et à les prendre pour ce qu'elles sont. Donc une information de ce qui va pas. En l'occurrence, par exemple, si tu as extrêmement peur de parler d'argent avec ton employeur, la question c'est de quoi tu as vraiment peur? Parce que tu as peur qu'en fait, ils te disent: «Bah, puisque c'est comme ça, on va vous licencier». Ouais. Parce que des fois, il suffit de les mettre à haute voix, ces peurs, pour se rendre compte qu'en fait, Elles se délitent. ouais, c'est Mmh, ça. mmh mh. C'est le monstre sous le lit qui se révèle avec une boîte de déco de Noël qu'on a oubliée, quoi. Quand tu vas jeter un œil, tu te rends compte qu'en fait, non, on va pas te licencier parce que tu demandes un peu plus d'argent. Ouais. Ou ton chef va moins t'aimer. Ouais, mais pas vraiment non plus, tu vois. Et puis tu l'aimes pas beaucoup non plus en retour. Donc peut-être que vous n'êtes pas sur ce terrain-là de Ce qui n'est aime pas une qui. famille, le C'est travail n'est pas pas une une famille. famille. Donc finalement, peut-être que c'est pas très grave si il ressort de là en se disant: «Oh putain, elle est un peu chiante celle-là», parce que toi, de toute façon, ça fait 15 jours que tu ressors en te disant: «Ah, il me casse les couilles celui-là», donc globalement, vous êtes sur le même niveau d'entente, tu vois? Et en fait, ça aide et c'est pareil, la colère quand tu découvres que quelqu'un gagne beaucoup plus que toi, ça, c'est aussi une émotion où soit tu la laisses te dévorer et tu quittes la boîte en claquant la porte dans 6 mois et en cramant tout ton réseau sur place et en gros, en fermant ce chapitre de ta vie alors qu'en fait tous les chapitres peuvent Ce qui servir au arrive très, suivant, très ce souvent. qui arrive en permanence. Ouais. Et ces femmes-là, souvent, quand on les rencontre, moi, quand je les rencontre pour un coaching de négociation, je me rends compte qu'elles sont à la troisième boîte où elles claquent la porte comme ça. Et je leur dis, oui, oui, le système, il est complètement injuste. Ouais. Mais on va aussi essayer de trouver quelque chose à faire avec, parce qu'on ne va pas systématiquement, au bout d'un an et demi, se dire, ils sont débiles et cramer l'endroit, quoi. Mmh, mmh mh. Donc, tu as ça. Et donc, à la place, ce que tu peux te dire, c'est, OK, je suis très en colère et la colère, c'est une énergie. Je vais poncer tout ce que je peux sur la négo de salaire parce que cette fois-ci, je vais pas me faire avoir. Ouais. Ouais, oui, tu le dis, très justement. Moi, j'ai beaucoup de: «Je vais repartir seule avec mon bâton de pèlerin. Je vais partir parce qu'ils me comprennent pas, ils me méritent pas» et en fait, je recommence l'histoire et je ne capitalise pas sur le réseau. Tu l'as très bien dit, c'est-à-dire partir en ayant quasiment une main devant, une main derrière et en se disant: «Je vais pas réactiver mon réseau parce qu'en plus, comme je suis partie et que je suis partie en fracas, alors je pourrais pas leur demander des recommandations, des sponsors, des alliés». Ça fait qu'on repart toujours de zéro. Ouais. Et c'est pas possible parce que lorsqu'on vise des jobs, alors moi j'accompagne des femmes qui visent des jobs au-delà de 70 K, mais la majorité plutôt entre 90 et 100-120 K, on ne peut pas repartir de zéro parce que ce sont pas des jobs qui sont juste visibles et à la portée de tout le monde. J'ai l'impression qu'on a besoin un peu de se désolidariser de ce côté ultra émotionnel et d'entrer dans la stratégie et te dire en fait, ok, j'ai pas été bien payée dans ce cas de figure par rapport à un tel, comment je le négocie et surtout comment je négocie ma next step et je capitalise sur l'existant. Et ça demande de réfléchir et de se mettre un peu à froid en se disant: «OK, stratégiquement, qu'est-ce que je peux faire?» et de se faire accompagner dessus. Ce que je vois souvent, moi, c'est quand on est à ce moment charnière, on va demander des conseils, mais parfois pas aux bonnes personnes. On va Mmh. demander à ses amis, qui n'ont pas, voilà, évolué dans les mêmes systèmes, qui connaissent pas forcément le milieu corporate. On va demander à sa famille. On va avoir des sons de cloche qu'on va aller grappiller un peu sur YouTube, par-ci, par-là.
Ça ne permet pas de mettre en place une stratégie, on a besoin d'être concrètement accompagné sur ces questions. C'est là où le coaching a toute sa place et je sais que tu as une méthode de coaching qui est bien à toi. C'est pour ça que j'ai envie que tu nous en parles parce que ton coaching, il est assez, actionnable finalement. Bah, moi, l'idée, en fait, c'est oui, tu as raison, en effet, tu t'es fait rouler dans la farine. Ça sert à rien déjà de partir du principe de: «C'est pas vrai, est-ce que c'est dans ma tête?» En fait, beaucoup d'émotionnel vient aussi de ça, de se dire: «Comment ça a pu m'arriver?» Quand on comprend que c'est un système, que ça arrive à plus d'une personne et cetera, ça décharge pas pleinement émotionnellement parce que on continue à être saoulé de s'être fait rouler et je comprends tout à fait. Évidemment, Moi, quand j'ai appris que je m'étais fait rouler, j'étais pas contente non plus, hein. voilà. Mais tu as déjà pas ce côté, tu vois, toute cette pollution de se dire: je suis toute seule, je suis la plus bête du monde. Moi, j'écrivais régulièrement à un pote en lui disant: «Je suis une chèvre». Il me disait: «Ben non, je t'ai jamais fait faire bête, donc tout va bien». Mais mais tu vois, tu t'auto-blâmes un peu indirectement pour ce qui s'est passé et cetera. Donc moi, je suis très à l'aise à dire: «Non, non, c'est un système qui était en place. Tu t'es fait rouler, mais d'autres femmes se sont fait rouler, mais d'autres femmes s'en sont sorties aussi. Mmh. Donc il y a une voie en avant». Ce que je dis à chaque fois, c'est: «Tu le prends pas personnellement, mais tu laisses personne te manquer de respect». C'est les 2 pendants sont importants. Ne pas le prendre personnellement, on n'a pas essayé de te rouler toi, Jen, tu Ouais, vois? On a roulé toutes celles qui sont passées par là et qui avaient moyen de rouler. exactement. Donc ça vise pas toi en personnel et Mmh. ça sert à rien du coup de claquer la porte en cramant l'endroit et en disant: «Ils sont trop cons, ils m'ont pas compris». Ils savaient pas qui tu. Ils t'ont pas compris, oui, mais ils ont pas compris la précédente et la suivante non plus, s'ils savent Et pas qui ça tu. les intéressait pas forcément. Et ça les intéressait pas et ça les intéresse toujours pas. Donc c'est pas ça l'enjeu. Tu vois, on retombe sur cette histoire d'avoir raison. Leur faire voir que tu avais raison et que tu valais beaucoup plus que ce qu'ils croyaient, bah, tu gagnes pas grand-chose non plus. Non. Tu vas rien faire voir à personne. Tout le monde s'occupe de ses affaires, tout le monde oublie son voisin très rapidement. Moi, il y a des gens, quand je suis devenue directrice de la stratégie, qui m'ont sincèrement dit, avec un regard sincère: «On a toujours cru en toi», en étant des casse-couilles 5 ans plus tôt. Et c'était du long terme, ils te projetaient. Mais parce que je pense qu'aujourd'hui, ils sont convaincus qu'ils ont toujours cru en moi et Oui. qu'ils ont toujours vu un potentiel. Bon, dans la minute, c'était pas sûr, ils voulaient même pas me filer un poste de manager, tu vois? Mais l'histoire s'est réécrite et du coup, ça sert à rien d'essayer Ouais. d'avoir raison, ça n'a aucune importance. À la place, j'ai gagné plutôt que d'avoir raison. Mmh. Donc, tu as cet aspect-là et ensuite, à partir de cet aspect-là, bah, tu peux commencer à être stratégique et te dire: «OK, qu'est-ce que je veux vraiment?» Par exemple, je veux vraiment ce rôle-là. Par quoi ça passe? Exactement. Ça passe par un réseau, des sponsors, des alliés, des gens qui vont venir t'informer que le poste existe, et cetera. Nous, on a, tu vois, une formation qui s'appelle Power ton network pour Mmh. t'expliquer comment tu réseautes. Et là, on arrive très vite aux gens qui disent: «Ah non, je veux pas être une connasse manipulatrice. Le mec est con, j'ai pas envie de lui parler, ça sert à rien, je vais pas». Et oui, eh ben, même base de réflexion. OK, on part de là. Celui-là est désagréable, ça sert à rien de lui parler, c'est un relou à la machine à café, il parle que de golf, il est pas intéressant et en plus il est misogyne. C'est pas la bonne personne. Ouais. Qui d'autre peut-on adresser dans, les gens qui comptent et qui ont de l'importance ou qui ont de l'influence? Et attention, les gens qui comptent et qui ont de l'importance et qui ont de l'influence, je sais pas, on dit toujours, notamment les assistantes. Ouais. Tu vois? Et qui sont souvent sympathiques, des femmes à qui on parle déjà aujourd'hui, qu'on aime bien et qui sont tout à fait à même de te dire: «Mmh, il semblerait que machin se barre bientôt chez bidule là, donc son poste sera libre» et donc toi, tu Exactement. as l'info qu'il faut avoir, tu sais, pour commencer à te placer. Ouais, ouais, ouais. Donc on peut tout à fait être stratégique sans se renier, c'est pas incompatible. L'idée, c'est juste de se dire: «Soyons clairs sur les objectifs, soyons clairs sur ce qu'on ne fera absolument pas». Et ensuite, il y a tout ce qu'on est capable de faire au milieu qui fonctionne. Et c'est comme ça que nous, on construit les coachings en disant, on va regarder ce que toi, concrètement, tu peux faire tout de suite, qui va fonctionner pour toi. C'est toujours de la posture haute. On va établir un plan stratégique. Qu'est-ce que tu peux faire qui va fonctionner pour toi, à la fois sur ce que tu te sens capable de faire, même en essayant quand même un peu d'aller au-delà de cette zone de confort, mais quand même Mmh. pas se mettre dans ce qui est absolument contraire à nos valeurs, Ouais. et comment ça va nous mener au bout. Exactement. Mais c'est bien de pouvoir délimiter, qu'est-ce qui est contraire à notre valeur, qu'est-ce qui s'en rapproche, qu'est-ce qui serait l'extrême et de pas forcément totalement se fermer d'entrée de jeu en se disant: «Voilà, celui-ci, je vais pas lui parler parce que, il est toxique, il est misogyne et cetera et je trouverai rien à lui dire». Parfois, il faut, ouvrir ses œillères pour essayer de voir, il y a peut-être d'autres personnes qui vont être pertinentes et parfois même, moi, ce que je remarque des hommes qui m'inspirent beaucoup dans leur manière de réseauter, ils réseautent avec des gens avec qui ils ne partagent pas des valeurs et c'est OK, ils se disent: «On est sur un plan transactionnel et professionnel et OK, donc peut-être que tu as essayé sur un poste de m'entuber et ça s'est passé plusieurs fois et ça a fonctionné, mais je sais que tu restes un élément important pour ma prochaine étape et donc je vais continuer à te parler, à faire des cafés avec toi pour savoir ce qui se passe et avoir des échos, de finalement comment l'écosystème est en train de bouger».
Ce que je vois un peu moins chez les femmes, que je trouve assez radical dans leur approche du réseau, c'est ça passe ou ça casse, quelqu'un m'a déçu, donc c'est fini. Et ce côté hyper tranché, je pense, nuit à la culture réseau et surtout à la culture réseau professionnelle pour évoluer dans sa carrière parce que tout passe par le réseau et encore plus en France où les écoles comptent énormément, le réseau compte et surtout bah, pour les profils que j'accompagne qui sont à très haut niveau où concrètement, pour décrocher un job, même s'il est accessible sur LinkedIn, même si on a une offre d'emploi, il faut quand même avoir des connecteurs, donc c'est-à-dire ces sponsors, ces alliés et ces recommandations qui vont vous aider à parler aux bonnes personnes avec le bon message au bon moment. Donc si on ne fait pas tout ce travail de maillage, finalement, on arrive toute seule avec son bâton de pèlerin et on a très, très peu de chances de réussir, ce qui fait perdre la confiance en soi, ce qui fait perdre de l'estime de soi et qui nuit, très fortement. Et donc je pense qu'on partage, cette idée hyper actionnable finalement, du coaching. Moi j'accompagne en plus petit comité, et sur, d'autres types de niveaux. Mais ce que je vois aussi, ce à quoi elles font face aujourd'hui, c'est aussi la montée de l'IA et ce syndrome de l'imposteur, de l'impostrice qui est: «Est-ce que finalement mes compétences», surtout lorsqu'on parle de direction marketing, direction communication et que tout bouge si vite, est-ce que je suis encore compétente? Est-ce que ça vaut encore la peine, parce que je maîtrise pas les outils d'IA, que je me remette et à quel salaire je peux me remettre? Est-ce que la partie IA, toi, arrive ou pas dans les questions des coachés? Pas beaucoup dans les questions des coachés, mais je voyais ça parce que moi, j'ai des coachés qui sont sur un spectre très large. On va aider des femmes comme récemment, une d'entre elles qui était vendeuse de rayons, qui s'occupait d'un rayon chez le roi Merlin et qui voulait passer chef de rayon, donc s'occuper de plusieurs rayons et avoir plus de responsabilités. Comme on va s'occuper de femmes qui essayent de devenir VP dans leur groupe. Donc on a des postures très différentes. Donc J'adore le gap, ouais, c'est moi génial. aussi j'adore le gap. Je trouve ça génial. Je me dis que vraiment, c'est important qu'on apporte des outils à tout le monde, à tous les niveaux, à tous les moments et Mmh. que l'ambition de chacune compte et c'est vraiment notre ambition d'avoir la palette le plus large possible, que tout le monde puisse en parler à sa sœur, sa cousine, sa tante, pour différents certaines se mettent à utiliser les outils rhétoriques dans leur couple, dans leur vie de famille, tu vois? Donc C'est transférable. c'est tout le quotidien dans lequel tu reprends du pouvoir, donc ça, c'est important pour nous. Ouais. Dans l'IA, ce que je vois par contre, c'est que ce que je trouve intéressant à chaque fois, c'est d'abord, en fait, c'est une nouvelle conversation autour du syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire, il était présent avant l'IA, maintenant l'IA, ça devient une nouvelle explication de peut-être, en fait, finalement, je ne mérite pas mon salaire ou j'aurai pas d'autres postes ou ce genre de choses. Et là où ça me fascine un peu, c'est que ça t'empêche jamais d'avoir des hommes qui, eux, soit utilisent l'IA très mal Ou utilisée. anecdotiques, hein, qui n'ont pas forcément de compétences, mais Alors, qui, ou qui n'ont pas de compétences et qui l'utilisent et qui font des catastrophes avec. On a vu récemment Deloitte et son contrat avec le gouvernement, australien. Le rapport était en fait complètement faux. des jurisprudences, qui voilà, qui Oui, des sont fausses jurisprudences qui sont amenées au tribunal par des avocats hommes, en effet. Ça aussi, c'est arrivé aux États-Unis. Donc il y a des gens qui utilisent l'IA sans scrupule, très mal et qui n'ont pas l'air de se poser des questions. On retombe sur le syndrome de Dunning-Kruger, hein. Ils en savent pas grand-chose et du coup, ils pensent qu'ils maîtrisent. on va tous piloter un avion, Facile. demain. Là, les doigts dans le nez, je l'ai vu dans un film. À côté de ça, tu vas avoir des femmes qui vont à nouveau se poser une question. Et en fait, ce que je trouve intéressant dans ça, c'est une nouvelle itération du syndrome de l'imposteur. Et la deuxième chose aussi, c'est ça s'apprend, Ouais. comme le reste. Donc, si on a la perception que ça peut devenir un point bloquant, il n'y a aucune raison que ça soit pas juste un nouvel apprentissage et une nouvelle compétence. Ouais, exactement et se former, c'est utile et pas se dire: «J'ai raté le train» parce que finalement, on est au début de cette On est au histoire. début du train, oh là là, les gens font des horaires avec encore hein, pour Ouais, l'instant, hein. ouais, ouais, j'ai ce sentiment parfois de femmes qui me disent: «Bah, je ressens moi l'obsolescence programmée» et je me dis: «Est-ce que finalement je sers encore à quelque chose?» surtout lorsqu'on a été déconnecté de la vie professionnelle pendant 1, 2 ans et qu'on a recherché. On se dit: «Bah, finalement le job que je faisais avant, il est facilement automatisable. Pourquoi on aurait un intérêt à me recruter, à ce type de salaire?» et finalement j'ai moins, ma carte à jouer. Donc Mais alors, un truc qui est intéressant, je ne sais pas quand cet épisode sera diffusé, mais on va faire un peu de coulisses pour ceux qui regardent et qui écoutent. On est dans les périodes des fêtes, là, quand on le tourne. Il y a une pub qui vient littéralement juste de faire un carton interplanétaire parce qu'elle est réalisée par des animateurs. Donc, le petit Wolfie, là, le petit loup très mignon, ben, il s'avère qu'en fait, c'est un studio montpelliérain qui fait une pub sans IA et qui, du coup, vient niaquer les talons des Coca-Cola et des McDonald's qui, cette année, ont fait une pub intégralement en IA. Donc, tu vois que, un, on est au début, puisque tu as des grandes marques qui l'utilisent, mais tout le monde a dit que les pubs n'étaient pas finalement si terribles que ça et ça a plutôt fait un backlash. Mmh. Et deux, tu as encore
ces métiers qu'on pensait genre déjà morts, déjà automatisables. Au contraire, il y a encore beaucoup de valeur et beaucoup de gens qui voient la valeur. Ouais, ouais, il y aura différentes voies qui vont se créer. Il faut juste, se mettre dans le train en marche et donc nous, on accompagne chez Clever les femmes pour qu'elles puissent justement embarquer dans l'IA, en tout cas ce qu'on appelle l'IA littératie, en tout cas la connaissance de l'IA sur leur secteur, sur leur métier et voir comment elles peuvent se servir de ces outils pour automatiser certaines choses et aussi ce qu'on met en valeur, c'est l'automatisation du personal branding. Je ne sais pas si c'est une question que vous, vous allez explorer, mais c'est vrai que pour les femmes qui sont à des niveaux C-level, elles ont un besoin de s'exposer, en tout cas de se rendre visibles sur LinkedIn, qui est la plateforme la plus utilisée aujourd'hui dans le milieu professionnel français, puisqu'il y a 30 millions d'utilisateurs, il y a plus de 800 000 entreprises. Et donc, si on ne porte pas sa voix, bah, finalement, on n'est pas repéré des recruteurs, des ATS et des futurs employeurs. Du coup, cette question de comment je me mets en scène, quelle est la plus juste manière de le faire pour les femmes, moi, je vois clairement, il y a le syndrome de l'imposteur qui arrive, il y a le syndrome de la bonne élève, il y a la peur de perdre sa réputation, de perdre la face, comment je vais le faire, avec qui, dans quelle fréquence et finalement je vais ennuyer tout le monde. J'ai jamais entendu ce motif chez les hommes qui était: «J'ai peur de publier parce que je vais ennuyer mon réseau». Parce qu'ils vont me voir passer 5 fois dans la journée et moi-même je suis embêtée par les gens que je vois passer 5 fois dans la journée. Ça, c'est typiquement féminin et je me demande s'il y avait aussi chez toi des choses typiquement féminines que tu avais repérées comme ça? Alors, en l'occurrence, ce qui est marrant avec le personal branding et LinkedIn en particulier, déjà, poster sur LinkedIn au nom de sa boîte, enfer sur terre, hein, faut chiant, marche pas, personne ne lit, c'est pénible et puis surtout, pourquoi vous feriez à nouveau du bénévolat? Vos réseaux, c'est vos réseaux, y compris votre réseau LinkedIn. Donc on va mettre ça tout de suite de côté. Ton réseau LinkedIn, il sert pas à faire la promotion de, «On est au stand B72 à la conférence bidule». En plus, personne ne lit ce truc, on est d'accord? Ouais, je pense. Mais tu vois, ça va avec ce que tu disais parce que dans le fond, finalement, c'est pas la meilleure idée du monde de faire ça. Mais est-ce que c'est un faux pas grave? Non, tu peux supprimer le post, personne l'a lu, donc personne l'a vu. Mmh. Donc tu es peinard là-dessus. Bon, quand j'ai commencé à poster sur LinkedIn, c'est marrant parce que ça a déclenché toutes sortes de réactions. Ouais. Donc moi, j'ai commencé à poster sur LinkedIn en tant que directrice de la stratégie, mais justement en mon nom propre, pas au nom de mon entreprise, en parlant pas de stratégie parce que en particulier, j'avais un métier qui était très, secret, hein, les directeurs de la stratégie, il y a pas grand-chose qu'on peut dire, les 3/4 du temps, tu vois, tu te retrouves dans une conférence, on te fait un fireside talk comme ça, on te pose des questions et toi, tu es là en train de faire des phrases qui Ouais. tournent pour pas dire le truc parce que tu peux absolument pas dire quel sera votre futur produit, tu peux pas dire dans quelle direction la boîte va tant que c'est pas très publié, surtout si c'est coté en bourse, enfin, ouais. Mmh, mmh mh. Donc typiquement, c'était pas dans ce titre-là, mais c'était par rapport à ma mission à côté de mon job, donc en l'occurrence Power ta carrière et puis juste ma mission qui est d'aider les femmes à prendre la place dans le monde du travail et aussi de faire comprendre au monde du travail qui doit changer ses règles pour que les femmes soient enfin accueillies telles qu'elles sont, sans avoir à se plier à des règles qui sont implicites, injustes, tacites, etc. Et donc quand j'ai commencé à publier là-dessus, tu as comme réaction, première chose, c'est tu ta famille qui flippe. Ils se disent, tu vas t'exposer, les coquelicots qui dépassent sont ceux qui sont coupés, les clous qui dépassent sont ceux qui prennent des coups de marteau, mauvaise idée. Effectivement. Mais ce qui est une tension qui est à la fois compréhensible, c'est gentil de leur part, ils veulent ton bien, et en même temps, personne qui n'a pas dépassé n'a obtenu quoi que ce soit. À un moment donné, le mec à la médaille d'or, c'est celui qui court le plus vite. Exactement. Il faut à un moment donné que tu dépasses, que tu sois remarqué. Donc cette tension, je la vois dans les coachings entre je veux qu'on me remarque pour mon travail, mais je veux pas être remarqué parce que je risque de prendre des coups. Donc, il y a quand même une tension qui est visible et qu'il faut résoudre. Et par-dessus ça, j'ai aussi eu des réactions de collègues. Alors, très surprenamment, des collègues qui venaient me voir pour me dire qu'ils trouvaient que ce que je racontais était extrêmement intéressant et qui suivaient tous mes posts maintenant. Ça, c'était trop cool. Donc, dans les bureaux, je me suis fait alpaguer par des gens à qui j'avais jamais parlé précédemment et je ne savais même pas dans quel département ils travaillaient, mais qui me disaient, moi, je t'ai vu en ligne et ce que tu fais, c'est cool, c'est hyper intéressant. Mmh. Et deux collègues qui ont fait des histoires autour de mes posts à base de oui, ça c'est quand même tendancieux et un peu litigieux et au regard de l'entreprise, etc. Et je ne l'ai pas pris comme un problème. Ouais. Je l'ai pris comme I must be doing something right. Forcément, je suis sur la bonne voie. Parce que quand tu as une ou deux personnes qui commencent à pinailler et Ouais. que tu repères les profils, c'est ceux qui d'habitude sont justement les premiers sur le réseau, ceux qui essayent de se mettre en valeur, le mec qui vient de se faire payer un MBA par la boîte, tu dis ah, lui il est en train de se dire je suis en train de devenir une concurrente. Mmh. C'est pour ça qu'il est en train d'essayer, tu vois, de me tailler un peu les croupions pour voir s'il n'y a pas moyen de me faire arrêter le truc que je fais qui est positif. Ouais. Donc des fois, les retours négatifs que vous obtenez, bah, c'est quand même plutôt une réponse positive du système, au Mmh contraire. mh, mmh. Du côté de ah,
en fait, tu es en train de faire un truc bien, il y a des mecs que ça menace un peu. Ouais, ouais, oui, il faut avoir la force de le comprendre, de le constater et puis finalement de rebondir dessus et de te dire: «OK, je reste dans la course et je vais continuer parce que ça va me porter». Pour moi, mon aventure LinkedIn puisque je publiais pas avant, quand j'étais, salariée, je n'osais pas prendre la parole et c'est vrai que passer de «je ne publie pas» à finalement «je publie tous les jours», ça demande un shift et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai conçu la partie personal branding sur Clever, c'est-à-dire on passe par des étapes différentes. Au début, je me sentais l'envie, en tout cas le besoin d'expliquer pourquoi j'allais publier. Ce qui, Ah je oui. pense, n'est jamais arrivé à aucun homme. C'est-à-dire, je vous explique, voilà, je suis rentrée chez L'Oréal à telle date et en fait, voici ce que j'ai fait et aujourd'hui, j'ai décidé de faire un master en IA. Donc, je vous raconte toute ma traversée pour justifier le fait que je prenne la parole aujourd'hui sur ce réseau. Surtout qu'on va être honnête, on s'en fout. Ce qui nous Exactement. intéresse dans un film, c'est le milieu du film. Oui. Souvent, on trouve que le début, c'est un peu long, donc arriver dans le milieu du film direct, quoi. Oui, mais au début, j'ai eu quand même un espèce d'halo, c'est-à-dire que les gens avec qui j'avais bossé et que j'ai cités, bah, ils se sont sentis valorisés. Donc voilà, c'est le premier post qui a fait genre 500 likes et tout. Et il y avait beaucoup de commentaires. Et là, les gens étaient super, ouais, vas-y, Jen, trop bien ce que tu postes. Et puis, je suis arrivée à ce moment où je poste un peu tous les jours. Et là, je rencontre un collègue qui me dit, ouais, c'est pas mal tes posts, mais en même temps, tu fais un peu superwoman, tu t'es construite toute seule. Et donc, je sens la pique. Donc, Mmh. je me dis, ok, je vais ajuster le tir et je vais parler des gens qui m'ont formée. J'ai fait une série de portraits de femmes qui avaient forgé mon esprit, mon envie de me lancer dans le féminisme en action, dont toi. Et c'était un peu ce moment où finalement, les gens, ils te rappellent que en tant que femme, de dire un peu que tu pars seule et que tu as fait des trucs, tu as réussi et que être dans l'accomplissement, ça marche pas. Et je vois aussi sur LinkedIn, ça marche pas. Quand on n'a pas un peu de pathos, lorsqu'on raconte pas un peu de sa vie, de sa personne, de ses difficultés, bah, finalement, on fait beaucoup moins de vues, on a beaucoup moins de commentaires, on a beaucoup moins d'impressions. Alors moi, je suis pas du tout sur Instagram pour cette partie personal branding parce que ça me parle moins comme réseau, c'est moins pro. Mais je vois aussi que sur Instagram, quand je regarde rapidement des carousels, les gens ont une photo d'elles super bien mise et la photo d'après, elles sont en train de tomber ou se casser la tête, mais il faut toujours casser le côté «je serai au top» et c'est un peu ce qui a reproduit sur le réseau LinkedIn pour les femmes. Une femme qui va juste parler de ses victoires, juste parler de ses accomplissements. Au bout d'un moment, si elle ne fait que ça va pas passer. Ça va pas créer de l'empathie. Je trouve que tu le fais très, très bien, parce qu'on voit les différentes facettes de ta personne Mmh. quand tu prends la parole. Mais c'est vrai que pour les femmes, ça peut être difficile parce que c'est de se dire: «Je vais prendre la parole sur LinkedIn pour raconter des projets, donc dans quelle mesure je peux le raconter? Ensuite, avec quelle tonalité? Avec quelle fréquence?» Ça met beaucoup de temps et ça fait trop d'informations à gérer, sachant que la femme, elle ne peut pas perdre sa réputation et sa réputation professionnelle, c'est un peu tout ce qu'elle a, pour lui garantir, de l'essor, un nouveau move de carrière. Donc je peux comprendre que ça fasse peur, mais je pense que c'est inévitable aujourd'hui. On doit prendre la parole. En tant que femme, on a cette responsabilité et en plus, on a vu avec les récentes actualités que les hommes, bah, ont plus de vues, ont plus d'impressions. Il y a beaucoup de femmes qui ont changé leur prénom du féminin au masculin et qui ont vu, et les vues, grimper. Je l'ai pas fait parce que, à titre personnel, je suis pas en accord avec le fait de changer mon identité pour le faire, mais c'est très personnel. Mais celles qui l'ont fait, bah, je trouve que c'est très courageux parce que ça nous montre que les dés sont clairement pipés. Hein? Donc quand on sait ça, alors comment on s'outille bien pour le faire? Il faut le faire. Mais c'est dur parfois de se dire: «OK, qu'est-ce qui va causer le déclic?» Est-ce que c'est parce que j'ai envie, d'aller briguer cette promotion? Est-ce que c'est parce que j'ai envie, je sais pas, d'avoir un nouveau job ou de me repositionner? Comment je fais pour cranter ce déclic? Sachant qu'on n'a pas les mêmes, populations. Moi, j'ai des femmes qui sont ambitieuses et qui veulent retourner avec ambition dans le marché du travail Ouais. et que toi, tu as des femmes qui ont juste envie de travailler et de se dire: «OK, c'est cool, je travaille, j'ai mon salaire, mais en même temps, on m'embête pas trop». Si Bah, j'ai on bien a de compris. tout. En l'occurrence, on a des lazy girl job. Ouais. C'est, je veux un boulot, tranquille, c'est pas ma vie, je veux juste qu'on arrête de me gonfler et au passage quand même qu'on me paye bien parce que pour financer la vraie vie que j'ai à côté, je veux qu'on me paye bien. Donc oui, pour le coup, ça, c'est plutôt des personnes qui vont pas forcément, s'acharner de ouf sur tout ce qui est personal branding, puisque le but, au contraire, c'est justement profil bas, tranquille, juste, les bonnes choses au bon moment pour, augmenter mon salaire et pour que je garde quand même un maximum de temps pour ma vie perso. Mais comme je te dis, des fois, on accompagne des femmes qui sont directrices, des femmes qui veulent devenir VP. En l'occurrence, tu vois, l'anecdote du gars, moi, j'en aurais fait un post, Mmh. sans le nommer, hein. Mais j'en aurais fait un post, je l'aurais programmé pour dans 6 mois, comme ça, il l'aurait oublié. Ouais, Il il oublie vaut dans 6 mieux. mois, c'est sûr. Non, mais Il vaut mieux. personne s'en souvient. Oui, Personne se souvient des conneries qu'il raconte. ouais. Donc, dans 6 mois, il aurait oublié. C'est arrivé à une power, hein. Elle a vraiment programmé un post pour dénoncer un truc que son manager avait fait 6 mois plus tôt. Et le manager a commenté: «Franchement, c'est un scandale, les gens qui font ça, quoi». Donc, Le fou culot. rire. Mais donc, tu vois, moi, j'en aurais fait un post parce que ça aurait été l'occasion justement de porter ce message de, bah, tu vois, quand tu es une femme
et qu'en fait, tu veux citer ce que tu as réussi, il y a toujours quelqu'un pour venir t'en rabattre un peu en mode: «Oui, enfin, mollo quand même, on Ouais, sait». on était Par là. contre, Elon Musk, lui, ça fait des années qu'il fait croire à tout le monde qu'en fait, il vient de rien, que c'est un génie qui a monté des boîtes tout seul, alors qu'il a racheté PayPal, qu'il a racheté Tesla, qu'en fait, toutes les boîtes qui font son fleuron industriel sont des boîtes qui ont été montées par des gens que lui a rachetés. Ouais. Ça n'enlève pas tout son mérite, mais enfin, ça en rabat un petit peu quand même. Et puis, je me suis fait de rien quand ton grand-père avait une mine d'émeraude. Oui, Léger aussi comme conversation. Je trouve, ça c'est un sujet, alors c'est une parenthèse que je ferai rapidement ici, mais c'est rigolo parce que toutes les Rags to Riches stories qu'on voit sur LinkedIn, tous les gens qui essayent de nous expliquer qu'ils partent de rien, ouais, souvent tu te rends compte qu'ils partaient de beaucoup plus que rien. Et à l'opposé, ceux qui partent de rien ont honte de le dire. exactement. Donc souvent, eux racontent pas leur vrai Rags to Riches Ouais. story. Ou la nuance beaucoup en disant oui, je suis partie de pas grand-chose, mais j'avais des profs qui m'ont aidé, j'avais des parents qui m'ont aidé, j'avais tel asso qui m'a aidé, j'avais ceci qui m'a aidé, etc. Mmh mh. C'est presque un peu le red flag. Alors, qu'est-ce que j'en fais de tout ça? J'en fais que, en fait, si tu réfléchis à toutes les grandes vice-présidentes, présidentes d'entreprises, exécutives d'entreprises qu'on apprécie plus ou moins, mais qui peuvent nous inspirer, elles ont toute une cause personnelle. Ça peut être un très bon démarrage du personal branding, ça. C'est le côté de c'est quoi qui t'anime en dehors de ton travail. Mmh. Parce que ça te donne du corps, ça te donne un différenciant. Moi, quand j'ai commencé à poster en disant je veux qu'il y ait plus de femmes dans l'automobile, je veux qu'il y ait plus de femmes partout. Il y a des femmes nulle part, en fait. Même les secteurs dits féminisés, dès que tu montes dans la hiérarchie, Il c'est y a plus plus des femmes. personne. Ok. C'est-à-dire que tu vas avoir des EHPAD remplis d'aides-soignantes et le directeur de l'EHPAD, c'est un mec. Et au-dessus, là, les directeurs de Corian et toutes ces boîtes-là, c'est des hommes sur des hommes sur des hommes partout là-haut. Ouais. Donc, je veux qu'il y ait des femmes partout. Je veux des femmes en politique, je veux des femmes dans l'industrie, je veux des femmes dans les dirigeantes, je veux des femmes partout. Ça m'a donné mon différenciant. En plus, qui était naturel, parce que plus c'est proche de toi, plus c'est facile de tenir le rythme de postage, parce que Oui. tu as une idée par jour, vu que tu vois une dinguerie par jour. Et du coup, tu vois, tu pars de ce truc-là, et à partir de là, ça te donne ton différenciant. Et c'est ça qui va aussi t'aider à trouver des nouveaux postes, c'est ça qui va t'aider à trouver des alliés. Et oui, trouver des alliés, ça suppose des fois de rencontrer sur le chemin quelques opposants, Et des détracteurs, oui. parce que forcément, pour qu'il y ait des alliés, il faut que quelqu'un ait accroché à ton propos. Pour qu'il accroche, il ne faut pas que ce soit au tiède, full, voilà. Et donc, à l'opposé, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont trouver ça aberrant ou pas bien. Mais pour donner un exemple très concret, j'ai été invitée à une des plus grosses conférences de l'automobile aux États-Unis, à Mmh. Détroit. Ça s'appelle le CTI. D'abord parce qu'ils voulaient que je parle de la place des femmes dans l'industrie. Et ensuite, je leur ai dit: «Ouais, cool, je viens pour ça, mais mettez-moi un petit créneau quand même dans la session stratégie parce que je veux parler du futur de l'automobile aussi». En vrai, c'est mon métier et je suis allée voir mon chef en disant: «Bon, je nous ai décroché un créneau sur le futur de l'automobile». Très drôle, hein, ils ont eu la tentation de le filer à un mec et je leur ai expliqué que non, le créneau, il venait avec moi et que soit c'est moi qui le fais, soit le créneau, il n'existe pas Ouais. parce qu'en fait, on m'a invité personnellement. Tu vois le lien du personal branding et de l'assertivité dont on parlait tout à l'heure, Mmh mh, mmh. comment il t'emmène à être 2 fois sur scène dans une grosse conférence de Ouais. l'automobile. Non, mais c'est génial, félicitations déjà. Merci. C'est bien de garder le cap. Après, tu as différents moments où tu peux le faire. Par exemple, les femmes qui vont être en train de se repositionner, il y a vraiment cette ligne à tenir qui est très complexe, qui est il faut être à la fois, assertive, mais en même temps likable, en même temps badass, mais en même temps montrer qu'on a des failles et sur LinkedIn, c'est pareil. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément tout le temps parler de sa cause parce que ça nous met en danger, surtout lorsqu'on est salarié ou qu'on veut le redevenir. Donc c'est une ligne très fine, qu'il faut trouver, une tendance, pour que ce soit, moins pénible parce que finalement on se met aussi on s'expose, on se met potentiellement en danger et il y a des personnes qui sont plus ou moins à l'aise à vivre avec cette posture, ce que je peux comprendre. Mais, en tout cas, mon conseil est faites-vous accompagner, si vous voulez prendre cette place, parce qu'on a besoin de femmes qui prennent cette place et puis ça nous aidera aussi peut-être à créer notre propre plateforme, peut-être européenne, qui permettrait de pousser tous les talents et de faire émerger ces talents féminins, aussi. J'avais un point que je voulais voir avec toi, qui était au sujet de alors on a parlé du réseau, on a parlé du personal branding, de l'IA. C'était au niveau des patterns que tu avais identifiés, aujourd'hui dans les femmes que tu accompagnes. Quels sont les 5 plus gros patterns que tu as identifiés? Je pense que c'est même plutôt des étapes. Mmh, C'est-à-dire, tu sais, comme, dans l'industrie, on a ce truc de known unknowns, genre les inconnus que ce que je sais que je ne sais pas, ce que je ne et donc je vois que nos powers, elles traversent ce parcours. Quand elles nous découvrent, des fois, il y a ce que je ne sais pas que je ne sais pas. ouais. C'est-à-dire vraiment cette dimension, je n'ai pas du tout conscience qu'il y a un système qui est en place,
qui me défavorise. Je pense que ce que je vis est personnel. Je pense que c'est moi qui me suis mal comportée ou alors que vraiment j'ai un sale karma et pas de chance. C'est pour ça que ça se reproduit tout le temps. Je pense que je dois abandonner à un moment donné ou à un autre parce que je vois vraiment pas comment m'en tirer. Voire des fois, c'est aller très loin. La fois où Power m'a écrit en me disant bah attends, j'écris doucement parce que l'intraveineuse me gêne en fait parce qu'elle a fait un burn-out et qu'elle est à l'hôpital. Là, tu te dis ouh, j'avais pas signé pour ça les gens. Ouais. C'est terrifiant quoi. Mmh. À quel moment get rich or die trying, c'est devenu pour de vrai, tu vois. Mmh. Donc ça, c'est très compliqué. À côté de ça, bah, elles arrivent, on l'espère en tout cas avec les contenus qu'on propose sur Instagram et sur LinkedIn, qu'elles arrivent à un moment donné à je sais ce que je ne sais pas. Je sais qu'il y a des codes du monde du travail. Je sais que, par exemple, ah, en fait, les promotions, on ne candidate pas. Quand on candidate, c'est trop tard. En fait, ils ont choisi un mec avant. Donc, ça veut dire que d'une certaine manière, il faut être dans les gars auxquels ils pensent avant. Ah, et puis, on m'attribue jamais mon travail parce que il y a l'air d'y avoir un truc à faire pour qu'on m'attribue mon travail. Je sais pas ce que c'est, mais apparemment, ça se fait pas de soi, etc. Ça, tu vois, c'est l'étape d'après. En général, c'est le moment où elles sont très en demande de OK, mais je veux, c'est quoi le truc que je comprends pas? Ensuite, il y a ce que du coup, tu n'as pas encore maîtrisé, mais que tu sais que tu dois comprendre. Donc, tu sais vraiment ce que tu ne sais pas. Et là, tu vas avoir, on va les former en négociation, en networking, en autopromo, selon la brique dont elles ont besoin, tu vois, en entretien. Ouais, Comment tu te débarrasses de la question que le mec, il n'a pas le droit de te poser, mais qui va te poser sur si tu as prévu d'avoir des enfants dans les 5 prochaines bien années? sûr. Mmh. Il va te la poser de façon torturée, mais lui, il se dit qu'il est plus malin que la loi alors que pas du tout. Et toi, tu vas être plus maligne que lui. Et comment tu vas y répondre? Et une fois qu'on les arme, là, tu arrives dans la posture où tu as l'impression que plus rien ne peut te résister. Et c'est ça les étapes qu'elle parcourt avec nous. Mmh. Ouais, 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 carrément. Ça m'a fait penser, j'ai animé une conférence, une table ronde avec, à la BPI avec la vice-présidente de IBM et elle a dit une phrase, qui m'a beaucoup marquée qui était quand on me disait: «Bah, voilà, est-ce que vous avez moins de temps pour pouvoir travailler, venir aux after work?» et qu'elle posait ses limites, elle disait: «Bah, excusez-moi les gars, moi j'ai pas de femme à la maison et donc j'ai des enfants» et ça remet tout de suite à sa place, en fait, les jeux sont pipés donc moi je dois composer différemment que vous pour finalement délivrer la même valeur et parfois plus. Ouais. Donc comment on fait pour se mettre d'accord et faire en sorte que ça fonctionne pour tout le monde? Parce que j'ai un input qui est quand même intéressant. Mais tu vois, moi, j'avais un 80 hein, j'ai pas d'enfant, mais j'avais un 80 pour pouvoir m'occuper de Power ta carrière. À un moment, quand je devais prendre un projet stratégique, 2 gars qui le voulaient aussi ont commencé à monter une campagne de: «Oui, mais elle est pas là les vendredis, alors comment elle va gérer le projet? Parce que si quelqu'un a une question le vendredi ou alors il faudrait que tu restes disponible» et cetera. Et moi, j'ai retourné l'argument en: «J'ai confiance dans les équipes». Je pense pas qu'il faille materner les gens et qu'il faille qu'ils aient quelqu'un là qui leur, hover, tu vois, qui passe au-dessus de leur tête en permanence. Moi, j'ai pas ce style de management-là. Moi, je pense que si on fait un check-in avec tout le monde le lundi et qu'on fait un check-out avec tout le monde le jeudi, on va avoir confiance dans le fait que les gens ont compris que c'était pas un vendredi de vacances et qu'ils allaient avancer et que le lundi d'après, ils auraient un truc intelligent et intéressant à dire. Et j'ai même renversé le process en leur disant: «Vous avez l'impression que les check-out du vendredi servent à quelque chose?» Mmh, mmh mh. Parce que au moment où les gens partent, ils vous disent ce qu'ils ont fait et donc le lundi matin, ils arrivent pour vous dire ce qu'ils vont faire, qu'ils vous ont déjà dit vendredi. Bien Alors que sûr. là, avec un jour de décalage, le lundi, on a un vrai truc à se raconter. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux aussi, tu vois, retourner, le stigmate, vers les malins qui se sont crus doués, quoi. Mmh, mmh mh. Ouais, on retourne, chaque contrainte quand on en fait une opportunité. Oui, en fait, ça vaut le coup des fois de se demander, le gars que tu essayes de convaincre en face de toi, what's in it for him? C'est quoi qu'est-ce que tu peux lui donner qui lui paraisse une victoire? Ouais. Donc par exemple, là, le manager, il se retrouve face à 2 personnes qui lui disent, «C'est un problème, monumental qu'elle soit pas disponible les vendredis» et moi qui essaye de le convaincre que on s'en fout que je sois pas disponible les vendredis. Parce que Je vais c'est pas me la bonne placer avec question. les 2 pingouins là pour gérer le projet Mmh. parce que c'est 2 pimpins qui ont vachement moins d'expérience que moi. Bon, bah, soit je le mets sur ce terrain-là, ils sont plus nuls que moi et cetera, ça devient très confrontationnel Ouais. et puis le gars d'en face évidemment avec tous ses biais sexistes, il se dit: «Oh, une femme qui est combative, c'est hyper désagréable et tout». Soit je prends leur argument et je le retourne en utilisant un truc que je sais parle à cette personne, parce que c'était un manager un peu hands-off, un manager «je vous fais confiance», Ouais. en lui disant: «Comme tu nous fais confiance, moi j'ai aussi confiance dans les équipes. Mmh, mmh mh. Toi, tu m'inspires dans mon style de management et mon style de management, il requiert pas que je sois là toutes les 5 minutes». Ouais, bah, merci pour cet échange parce que c'est de l'or en barre. Enfin, vraiment, c'est hyper concret et on en a besoin, parce que je vois tant de femmes qui vont prendre des décisions et qui vont être avant tout centrées sur elles, moi, ce que je veux dire, ce que je veux apporter et que la réalité, c'est qu'il y a une réalité de personne en face de soi, c'est qu'il y a une réalité de marché et quand on arrive à comprendre ce que l'autre veut et ben, on négocie beaucoup mieux pour soi.
au lieu de rester campé sur sa position. Donc, tu le dis, très justement. Maintenant, on va passer à la section questions-réponses. Mmh. Alors l'idée, c'est de répondre vrai ou faux. Si tu veux, étaler un petit peu, voilà, Ça on le marche. fera. Toute femme qui veut réussir peut réussir si elle s'en donne les moyens. Faux. On vit dans un monde qui est, extrêmement discriminatoire. Je n'imagine pas qu'une femme qui, souffre de handicap, très fort, puisse nécessairement réussir à la hauteur de ses ambitions et de ses capacités, malheureusement aujourd'hui, parce que les obstacles peuvent être juste trop difficiles à sauter pour cette personne-là. Donc je pense qu'on peut réussir dans une certaine mesure, mais que les ambitions de certaines sont malheureusement encore Ouais. trop écrasées par le système dans lequel on vit. Et on parle d'handicap visible et invisible, j'imagine. Exactement. La négociation salariale peut combler l'écart de rémunération homme-femme. Vrai, mais la loi ira beaucoup plus vite. Oui, on a besoin. Tous les réseaux se valent, il suffit de savoir les activer. Oui, quand je suis arrivée en Suède, je me suis appuyée sur la communauté des Français et les anciens de mon école. Très bien. On commence avec ce qu'on a et on a On commence avec qui a quelque chose en commun avec moi et va trouver ça sympa. canon. Le syndrome de l'imposteur est un problème individuel à surmonter. Non, Si tu ne réussis pas, c'est que tu n'as pas assez travaillé. bien sûr que non, on l'a dit plus tôt. Il y en a qui commencent la course avec les dernières Nike dans le stade avec des haies à la hauteur réglementaire. Et il y en a qui traversent la jungle sans machette. Avec des boulets au pied. Ouais, voilà, c'est ça. Ou genre en rampant. Donc forcément, non, absolument pas. C'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, il y a des ambitions qui sont encore détruites par le système. Les femmes doivent apprendre à jouer avec les codes masculins. Non, demander aux femmes de devenir un homme ne fonctionne pas. C'est mal perçu de toutes les façons. L'égalité des chances existe en France. Non. Le coaching carrière est accessible à toutes les femmes qui en ont besoin. Oui, c'est ce que nous, on fait chez Power Ta Carrière. Toutes nos formations sont au prix les plus bas possibles, parce que notre but, c'est d'aider 1 million de femmes. Donc, il faut que ce soit accessible à la vendeuse de l'euro à Merlin comme à la VIP. Incroyable. Je voudrais juste rebondir sur les codes masculins. Et donc, les codes masculins ne marchent pas pour les femmes lorsqu'elles décident de jouer avec et de se les approprier. Est-ce que un homme coach pourrait donner autant de billes, et là vraiment c'est une question ouverte, hein, parce que c'est aussi une question que je me pose, à une femme pour pouvoir qu'elle se positionne au mieux dans le jeu de la carrière, dans le jeu des réseaux, sachant tout ce par quoi on est passé, tout ce qu'on connaît, nous, du syndrome de l'imposteur, du syndrome de la bonne élève, de tout ce qui nous arrive de tous côtés, des cycles. C'est un magma qui ne nous permet pas d'avancer avec les mêmes forces. Est-ce qu'un coach homme peut délivrer des conseils qui soient adaptés aux femmes qui passent par toutes ces étapes et qui vont pas être perçues de la même manière en posture de leader ou de femme ambitieuse? Alors, il faut que ce soit quelqu'un qui soit pleinement conscient du poids du système sur les femmes. Ça va éliminer beaucoup de personnes, honnêtement. Ouais. Parce que sinon, tu vas te retrouver avec justement le fameux masculin neutre. En ce moment, c'est vraiment une question qui m'anime beaucoup parce que je lisais un livre de développement personnel sur la gestion du temps. À la fin du livre, j'ai plié le truc et je me suis dit, il y a genre 3 conseils que je peux appliquer. Ouais. Parce qu'en fait, c'est le fameux masculin neutre. C'est un homme qui l'a écrit, il l'a écrit au regard de sa vie, il a écrit au regard des études qui ont été faites, il a écrit au regard d'un certain nombre de choses comme ça. Et rapidement, tu te rends compte que ça va pas correspondre à plein de réalités de la vie des femmes. Ça va pas correspondre à la réalité de la vie des mères, ça va pas correspondre à la réalité de la vie des femmes qui sont aidantes. Et c'est quand même 11 millions d'aidants en France, 70% sont des femmes. Ça va pas correspondre à la réalité des femmes qui doivent en faire 3 fois plus au travail. Et donc, en fait, tu te dis, bah, ils ont encore fait un coup de masculin neutre. Et tu vois, c'est un Exactement. truc que je me pose la question au tennis en ce moment. Ouais. Je vais au tennis, dans mon cours, il y a moi et une autre fille, et puis 2 autres garçons, et on a notre prof, c'est un homme, donc tu vois, on est là, 2 hommes, 2 femmes, et les hommes progressent plus vite que les femmes dans ce cours. Alors moi, je veux bien prendre sur moi que je suis une brêle en tennis et que j'ai jamais fait de sport de raquette d'avant, donc forcément, oui, ouais, ça prend le temps que ça prend. Mais il y a des moments, il dit des choses, tu vois, j'ai une douleur récurrente au poignet, il me dit que ça va passer, et je me pose des questions des fois en me disant, est-ce qu'on n'est pas retombé dans le cas classique c'est pas cette posture-là qu'il faut que j'adopte, mais cette autre posture physique parce que, tu vois, les articulations étant faites un tout petit peu différemment sur des femmes, surtout des femmes de petite taille comme moi, où en fait je fais 1,65 m et les 2 autres bros, ils sont immenses. Et je me dis, il y a un monde où en fait lui, il enseigne comme il a appris Ouais. dans le masculin neutre et ça marche pas aussi bien que ce qu'on pense. Genre, il y a 70% qui marchent bien pour une femme. Donc c'est une question que je me pose tout le temps partout. Est-ce qu'on vit pas dans un monde de masculin neutre qui en fait prend pas du tout en compte nos spécificités? Ouais, les dimensions, les températures d'espace, enfin, tout joue et j'aime beaucoup que tu aies mis en avant cet exemple sur la gestion du temps parce que je me suis fait la même réflexion. Je me suis dit: «Mais jamais ça me parlerait, en fait, je ne peux pas les appliquer». Donc on a besoin d'écrire une nouvelle manière de gérer son temps en tant que femme. Oui, C'est voilà, mais tu vois, c'est des trucs, indispensable. tous les Mmh. machins de développement personnel, tu te retrouves assez rapidement à te dire, en fait, ça marche quand même pour des jeunes hommes valides, quoi. Oui, clairement. Donc, tu vois, il faut pas avoir un handicap, faut pas être une femme, enfin, et eux, ils ont l'impression que c'est neutre Et c'est applicable. et que c'est applicable partout aussi.
Ouais. Et on retombe sur: «Ouais et puis si tu l'appliques pas, en fait, c'est toi qui es un neuneu, quoi». Et moi, j'ai des vraies questions pour ça et le coup, je pense vraiment pas que les femmes peuvent adopter les codes des hommes parce qu'on est très vite, rappelé à l'ordre, Ouais. de ce que tu disais, «Tu pas assez likable», machin. Et en plus, est-ce que c'est souhaitable? Parce que si le but, c'est d'apporter de la diversité, ça a aucun intérêt si, en fait, tu prends tout ce qui fait les éléments de la diversité et Mmh. tu tabasses pour que ça rentre dans le moule, tu Ouais. vois? Et je pense que certaines femmes en tirent usage de cette méthode. Mmh. Souvent, c'est les pionnières, les premières qui arrivent, Ouais, pas les pionnières au sens féministe, mais les c'est premier. premières qui arrivent au pouvoir, Exactement, c'est ouais. celles qui challengent pas le système. Parce que Ouais, pour être montée à bien travers les sûr. rangs, faut que le système soit dit: «Bon, ça va parce que ça a à peu près l'air d'un homme». Ouais. Tu vois? C'est comme ça que tu te retrouves avec la première ministre japonaise actuelle qui, en fait, a aucune position challengeante sur les droits des femmes. Au contraire, elle a des positions encore plus conservatrices que ses Mais prédécesseurs. ça s'est toujours vu. Enfin, Margaret Thatcher, c'était un peu la même Margaret chose. Thatcher, Mais est-ce qu'on a le choix d'autre chose? C'est-à-dire que pour créer la première vague, même lorsqu'on a des civilisations, des immigrés qui arrivent, par exemple en France, la première vague, elle est toujours: «Je vais m'assimiler un maximum et la prochaine génération va peut-être réussir à retourner le système ou en tout cas à le créer différemment». Dans quelle phase on est là? Moi, je me pose la question, et je très pense que sincèrement. c'est aussi, une histoire de massif. C'est-à-dire que tant que tu as une femme qui arrive, tu en as une dans un conseil Bien sûr. d'administration, tu en as une à la tête d'une entreprise et que tout tu crées cet effet d'îlot. En fait, rien que pour survivre, ça vaut le coup de pas trop challenger le système. Ouais. Sinon, jamais de ta vie tu restes sur place et surtout survivre aussi au sens de tous les impacts que tu vas prendre. Par contre, si tu crées un effet plus massif et c'est là où la loi nous sert, quand tu as une loi comme la loi Copé-Zimmermann ou la loi Rixain Mmh. qui oblige les conseils d'administration, qui oblige les positions exécutives à être proposées à des femmes, et ben là, tu as un effet suffisamment massif pour changer la culture, Ouais, pour faire avancer les choses, pour que la vraie diversité émerge, et que tu te retrouves pas juste un token qui cautionne le bien sûr. système et qui est dans le coin. Mmh. Et c'est là où tu vois arriver des femmes comme Sanna Marin, la première ministre finlandaise, ou Ouais. Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande, ou Magdalena Andersson en Suède, parce que tu arrives à une culture où en fait c'est envisageable. C'est possible. T'as pas une femme tête de parti, tu n'as pas que Marine Le Pen tête de Ouais. parti, et donc du coup, tu as une vision très conservatrice de la chose. Mmh, mmh Tu mh. as la moitié des partis politiques en Suède qui ont une femme tête de parti. Ouais. Donc le fait qu'elle arriverait au pouvoir, elle ne devient pas complètement. C'est naturel. Mais malheureusement, elles n'ont pas pu rester très longtemps au pouvoir. En tout cas, pour Sanna Marin, ça a été plus difficile pour elle de rester au pouvoir plus longtemps, comme les hommes gardent le pouvoir, Oui. parce que justement, elles ont été challengées sur, parfois des questions de posture et de féminité. Oui, et tu vas aussi avoir une conversation qui va se tenir petit à petit sur est-ce que les femmes souhaitent garder le pouvoir? Et ouais, Qu'une femme qui arrive au pouvoir, est-ce qu'elle souhaite vraiment le garder 35 ans, le même mandat, dans la même mairie, que tu as des enfants oui, qui sont nés, ils n'ont pas connu un autre maire, tu oui. vois? Et en fait, peut-être que c'est aussi une autre conception du pouvoir, la conception du pouvoir telle qu'on sociabilise les femmes, c'est-à-dire, en fait, où tu t'occupes plus du groupe que ton intérêt personnel, ce qui veut aussi dire qu'au bout d'un moment, ça use un peu plus et que comme ton intérêt personnel n'y est pas forcément, bah, tu passes la main. Ce qu'on espère, en fait, c'est qu'elle puisse passer la main à d'autres femmes, que la vague continue. Ouais. Mais c'est peut-être aussi une façon de révolutionner la vision du pouvoir. Mmh. Tu sais, pas tu t'accroches comme une moule, sur ton rocher, pour toujours, Mmh. Ah, exactement. On va arriver à la question de la vision maintenant. Quelle est ta vision pessimiste de, toutes les questions qu'on a traitées sur les femmes, la carrière, le futur du travail? Quelle serait ta vision la plus pessimiste de ce qui pourrait, arriver dans les prochaines années? Oh waouh! J'espère que tu vas me demander l'optimisme derrière. Bien évidemment, c'est on finit toujours par l'optimisme. Je vous promets de répondre à ta question, mais je vais faire une toute petite digression. J'ai lu un livre par Hans Rosling qui a beaucoup changé de choses pour moi, qui s'appelle Factfulness. Et son livre, il est hyper intéressant, c'est parce que c'est un livre pour nous dire, vous croyez que le monde va plus mal que ce qui va. Ouais. Le monde va de mieux en mieux. Et c'est important pour vous de le savoir parce que ça vous permettra de résoudre les nouvelles crises qui vont arriver sans être en train de continuer à croire que c'est les années 70 et que tout le monde meurt de faim, alors qu'en fait, il y a finalement de moins en moins de famine et c'est peut-être plus ça l'enjeu, à part dans des endroits localisés. Il y a des endroits où l'enjeu, ça va être l'accès à l'école. Et puis, il y a des endroits où vous croyez que les enfants vont pas à l'école, mais en fait, l'enjeu, ça va pas être ça. L'enjeu, ça va être de faire des études supérieures. Et donc, pour mettre les choses aux bons endroits, les curseurs aux bons endroits, il faut que vous sachiez que le monde va mieux. Donc, livre hyper optimiste, très encourageant Très bien. et basé sur les faits. Le mec est ultra rigoureux scientifique. Mmh. Donc, j'ai du mal avec le pessimisme. Alors, maintenant qu'on a dit ça, la version la plus pessimiste, c'est qu'on voit clairement qu'il y a un backlash actuel, retour des autoritarismes, retour de la dictature en Europe, retour de la guerre en Europe. Qu'est-ce que ça a à voir tout ça avec la carrière des femmes? C'est que clairement, tout ce genre de mix politique a tendance à vouloir remettre les femmes à la maison Mmh. et remettre les femmes à aussi avoir autant d'enfants que possible. Ouais. On voit déjà aujourd'hui des politiques dans certains pays, comme au Japon par exemple, où on parle de retirer l'accès à la retraite des femmes qui n'ont pas eu d'enfants parce qu'elles n'ont pas vraiment servi la société. Ah oui, quand même. Donc, il peut y avoir un challenge très fort
sur la question de est-ce que les femmes doivent même être employées. On voit que certains partis politiques en France, un peu marginaux, mais quand même, font des commentaires autour de il y aurait moins de chômage s'il y avait moins de femmes au travail, parce que les hommes Bah, c'est seraient de la concurrence. c'est la concurrence. C'est aberrant économiquement de dire ça parce qu'en fait, si tu enlèves les femmes du travail, tu enlèves du PIB. Si tu enlèves du PIB, tu réduis ton économie et donc du coup, tu as juste moins d'emplois et donc en fait, tu te marches dessus. C'est le même raisonnement pour les immigrés. C'est Mmh. aux États-Unis, ils sont en train de virer plein d'immigrés. Tout ce qui se passe, c'est que le PIB en fait ne progresse pas aussi vite et donc finalement, leur taux de chômage, il baisse pas spécialement non plus. Et puis, bon, on retombe toujours sur est-ce que vraiment les hommes vont devenir aides-soignantes? Est-ce que vraiment les gens vont remplacer les immigrés dans les boulots déboueurs ou de ramasser les fruits dans les champs? Peu probable, tu Ouais. vois? Donc c'est aussi que c'est aberrant parce que c'est pas les jobs que les gens dont les gens vont forcément se saisir. En l'occurrence donc, je pense qu'il peut y avoir, dans le plus pessimiste, une phase dans laquelle on va traverser où en fait, travailler pour des femmes deviendrait suspect et où il faudrait laisser la place au travail aux hommes. Mmh. J'ai bien fait de te poser la question. Et maintenant la vision, optimiste que tu Peu importe si on traverse cette phase ou pas, c'est pas le sens de l'histoire. Le sens de l'histoire, c'est vers plus d'égalité. Le sens de l'histoire, c'est vers la place des femmes au travail, dans les structures dirigeantes, etc. Donc, même si le scénario du pire venait à se produire, ce qui est assez peu probable, là, c'est la stratège qui parle. C'est on établit 10 scénarios et celui-là, c'est celui que je mets au bout de la chaîne en mode ok, il nous unlock et je voilà, l'ai c'est fini écrit là, il parce que faut depuis la guerre en Ukraine, on fait 10 scénarios parce que sinon on se fait prendre par un Black Swan event, un truc qu'on n'avait pas vu venir, mais c'est tout quoi. Je veux pas que ce soit un Black Swan que j'ai pas vu venir, mais à part ça, donc très peu probable. Et même si le scénario du pire, même si la fièvre monte, on est le backlash du backlash. ouais, Parce que le sens de l'histoire, il est dans notre sens. Il est dans le sens de plus d'égalité. ouais. Il est dans le sens de vraiment traiter les êtres humains égaux dès la naissance, indépendamment de leurs caractéristiques. Il est dans le sens du pouvoir des femmes et du leadership. Il est dans le sens du leadership plus empathique Mmh. aussi, qui prend soin de son prochain, etc. Et tu n'effaceras pas la gestion de Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande pendant le Covid. Tu n'effaceras pas Ouais, les différentes, exceptionnel. c'est ça, tu n'effaceras pas les différentes figures féminines politiques. Ça réémergera forcément parce qu'il y a toujours la révolution de la contre-révolution et c'est forcément, ça va forcément aller dans ce sens-là. Mmh. La question, c'est la timeline. Moi, je veux le voir de mon vivant, donc On je a veux que ce soit 50 dans ans. les 50 ans. On a bien compris, on a 50 ans et je partage tout à fait, ton point de vue. Je pense qu'il y a une lame de fond et que c'est justement pour ça qu'on a des petits remous aujourd'hui, mais que Exactement. le sens de l'histoire, c'est qu'on progresse et qu'on avance ensemble vers autre chose, une autre vision du pouvoir et une autre expérience du pouvoir. Merci beaucoup, Sarah. Merci beaucoup, Jen, pour m'avoir invitée. Bah, merci à toi et c'était difficile pour moi de préparer cet épisode parce que en fait, on a tellement de points de commun et je voulais quand même qu'on ait cette option de débat et on voit très bien comment on est complémentaires finalement sur nos approches et que toi, tu vises le million de femmes appuyer, aider, accompagner. Nous, on est sur d'autres ratios, mais on vise, d'aider d'autres profils de femmes et on sera ravis de vous retrouver sur nos plateformes respectives. Ravie, merci. À très vite.